Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, c'est enfin arrivé depuis le temps qu'on l'attendait. 1006 jours pour être précis et 3 opérations plus tard sur le même genou. Lonzo Ball a rejoué au basket et c'était un moment excellent. Franchement, en plus c'était le premier match que je pouvais suivre en live de la pré-saison et le timing était on ne peut plus parfait. C'était franchement un grand moment de le revoir retrouver les parquets après tout ce qu'il a traversé depuis cette blessure le 14 janvier 2022 à domicile contre Golden State. Et tout ce qui s'est passé derrière, les opérations, les rechutes, les douleurs qui ne voulaient pas partir. Il disait qu'il ne pouvait pas monter l'escalier chez lui sans ressentir de douleur au genou. Il y a cette troisième opération, un peu de la dernière chance, dont personne n'est jamais revenu avant lui, avec cette greffe de ménisque. Euh, donc il a vraiment traversé énormément d'épreuves, Lonzo Ball, depuis 2 ans et demi. C'était vraiment un pur moment de le voir retrouver les parquets, être annoncé quand il est rentré en jeu avec une ovation du United Center, voir ses coéquipiers, toute la salle, tout le monde vraiment l'applaudir et l'encourager. Et à la fin du match, ses coéquipiers lui ont offert le ballon du match et lui ont aussi filé un maillot avec son nom où ils ont tous signé un truc dessus. Donc c'était des moments vraiment cool et beaucoup d'émotions pour tout le monde. Parce que franchement, après tout ce qu'il a traversé, c'était une super étape pour lui de retrouver les parquets. Et même si c'était pas un match officiel, de pouvoir être là à ce moment-là, c'était quand même quelque chose de très solide. Et en plus, il a montré de bonnes choses, c'est ça qui est fort. Donc avant le match, il a annoncé lui-même que il allait avoir une limite de 16 minutes, à surtout pas dépasser. Et ensuite, Donovan a précisé en disant qu'il allait faire 2 passages de 4 minutes en première mi-temps. Et puis ils allaient voir un peu à la pause comment ça allait, s'il se sentait bien, s'il n'y avait pas de soucis, et faire en fonction pour la deuxième mi-temps. Au final, son premier passage, il a fait 6 minutes quasiment, juste un petit peu moins. Il était à 11 minutes à la pause et il en a rejoué 4 de plus en deuxième mi-temps. Il a fini à 15 minutes et des poussières, quoi, juste en dessous de 16 minutes. Mais voilà, dès sa première apparition, les déplacements étaient fluides. Il a mis son premier shoot à 3 points dans le corner. Après, justement, euh, circulation de balle à l'opposé. Lui, il bouge pour proposer des solutions. Il se retrouve esselé dans le corner. Un peu plus tard, il met un autre panier à 3 points. Il a donné une passe décisive à Horton Tucker qui partait au cercle. Il a terminé avec 10 points, un rebond, une passe et deux contres aussi, dont notamment ce super contre qu'il a mis sur Julius Randle en aide défensive, où il est venu aider sur Zach LaVine, qui d'ailleurs, au passage, sur cette possession-là, a été excellent défensivement, parce qu'on s'est retrouvé avec Zach LaVine en défense sur Randle, et Randle essaie de le jouer en post-up ou s'approcher du cercle, et Zach arrive à le contenir physiquement, à pas trop reculer, un petit peu quand même, mais je veux dire, il est là, il est devant lui, il bouge pas trop, ça se joue à épaule contre épaule, et il est là. Et quand Randle amorce son shoot, Lonzo est là pour contrer cette balle et la mettre en touche, et c'est ce que Lonzo a toujours apporté. C'est très caractéristique de ce qu'est Lonzo Ball défensivement, toujours voilà, à l'affût, placé au bon endroit, prêt à intervenir avec ses longs bras et sa détente aussi. Et son placement, c'est ce qu'on a toujours mis en avant quand on parlait de la défense de Lonzo Ball. Donc voilà, il est de retour, il a fait du Lonzo Ball et c'était super cool de voir ça. Maintenant, l'important avec lui, c'est de voir comment il réagit, voir le lendemain, donc hier, comment il s'est réveillé, s'il a pas eu de douleur, comment il a pu s'entraîner. La séance des Bulls d'hier était pas forcément la plus intense. C'était souhaité par le staff, hein, parce que voilà, c'était déjà le quatrième match de pré-saison. Il y en a encore un ce soir, donc du coup, ils ont fait une séance relativement light. Et Lonzo a participé à ça sans difficulté. Donc il a déjà dit qu'il s'attendait à jouer ce soir. Et Billy Donovan voulait aussi qu'il joue ce soir parce que bah, voilà, maintenant c'est une question aussi de reprendre du rythme petit à petit et puis être prêt euh, pour notre début de saison qui sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Et la semaine prochaine, ça va tellement vite. Tu vois, on est déjà on est à moins d'une semaine de la saison régulière. C'est quand même assez incroyable. Pour le reste, on a assisté à un vrai bon match de basket de la part des Bulls cette nuit contre Minnesota, où on a encore un peu plus accentué notre désir de jouer vite,
de faire tourner la balle, de prendre des bons shoots voilà, dans le bon tempo et augmenter le volume à 3 points. Et ça, c'est quelque chose qui a été. Il y a eu une belle montée en puissance au fil des matchs de cette pré-saison. Parce que si on se rappelle le tout premier match à Cleveland, on avait fait 8 sur 40 à 3 points, ce qui est assez dégueulasse. Mais sur les 3 qui ont suivi, on fait 55 sur 143. Donc ça fait en moyenne 18 réussites par match sur 48 tentés. Ce qui fait 38,4%, 38,5% à peu près. Sachant que l'an dernier, on était dans le top 5 des pires équipes NBA au nombre de tirs tentés à 3 points, au nombre de tirs réussis à 3 points. À l'adresse, on était à peu près 20e. On était à 11,5 3 points inscrits par match sur 32 tentatives par match à 35,8%. Donc là, sur les 3 derniers matchs de pré-saison, beaucoup plus gros volume, belle adresse aussi, et ça vient du fait que voilà, la plupart des shoots sont pris dans le bon tempo avec des mouvements fluides, des extra passes, des décalages, etc. On a vu beaucoup de possessions où on a bien fait tourner le ballon et les mecs qui sont à l'opposé du ballon bougent pour proposer des solutions, etc. Et du coup, ça engendre plein de passes décisives. L'an dernier, on tournait à 25 passes décisives par match. On était 26 ou 27e de la ligue aux passes décisives l'an dernier. Là, sur le match contre Minnesota, 32 passes décisives pour seulement 14 balles perdues. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à observer pour la suite. Et la possession de la gagne, j'ai envie de dire, est très symptomatique de cette manière de faire circuler la balle. On est dans les 30 dernières secondes à peu près, il y a 121, la balle est à Chicago, tu vois Chris Duarte qui drive, ressort la balle pour Talen Horton-Tucker dans le corner, et il vient se caler devant Jevon Carter, comme pour lui faire une sorte d'écran et empêcher qu'un défenseur vienne se rapprocher de lui, alors qu'il n'a pas la balle. Et tu vois Duarte qui fait signe à Horton-Tucker de filer la balle à Carter parce qu'il est tout seul. Et au moment où Talen Horton-Tucker ressort la balle pour Carter, Duarte s'éloigne, Carter est tout seul, boum, ficelle à 3 points. Et ça fait 124-121 à ce moment-là. Et derrière, on gagne 125-123 avec des lancers francs, etc. Mais voilà, intelligence de jeu, déplacement, mouvement, vision, que voilà, c'est cette dernière action, enfin pas la dernière action du match, mais cette action qui amène le shoot de la gagne est quand même assez... elle m'a beaucoup plu. Voilà, le mouvement de Duarte, le fait qu'il fasse un screen, enfin qu'il démarque Jevon Carter en se positionnant devant lui et qui signale à Horton Tucker que Carter est tout seul, c'était... voilà, il y a du QI basket dans cette action et ça m'a beaucoup plu. L'extra pass était balèze. Donc voilà, ça a été un match très fluide. Et déjà le match précédent, même s'il manquait beaucoup de joueurs, mais on va y revenir. Ce qu'on a vu aussi qui était intéressant sur ce match contre Minnesota, c'est défensivement. Bon, on a vu que Lonzo avec ses aides défensives, mais on a vu les mecs impliqués, même s'il manquait des joueurs comme Ayo et Julian Phillips, qui sont parmi les meilleurs défenseurs en 1 contre 1 de l'équipe. Collectivement, on a fait quelques trucs intéressants. On n'a pas vu de joueur de Minnesota qui a particulièrement brillé. Genre Anthony Edwards, il a pas mal arrosé, si je me souviens bien. Je crois qu'il finit à genre 3 sur 16 au shoot. Il y a eu quelques paniers à l'intérieur, voilà, de Gobert, de Randle, etc. Mais enfin, au global, on a fait des contests intéressants. Parfois, bon, ils arrivent à scorer même quand tu défends bien dessus, mais bon, ça arrive. Mais au moins, on était voilà, à faire les contests, etc. Et j'ai trouvé que c'était. Il y avait de l'énergie, il y avait de la volonté de bien faire de ce côté du parquet aussi. Et même si c'était pas toujours fabuleux, c'était pas toujours très fluide, il y avait quand même un effort qui est, mine de rien, assez notable. Donc voilà, pourvu que ça dure. Et ouais, donc le match d'avant, on était à Milwaukee, c'était lundi soir. Et on a vu aussi des belles choses, mais dans des circonstances très différentes. Parce que sur ce match-là, chez les Bucks, on y allait sans Lonzo, donc sans Kobe White, sans Zach, sans Patrick Williams, sans Ayo, sans Smith, qui avait toujours qui avait son souci au genou. On avait un 5 totalement remanié avec Sanogo en pivot, Phillips, Terry, B-Team, Josh Giddey, qui est le seul titulaire habituel qui était encore là sur ce match-là. Et les Bucks étaient quasiment au complet, à part Chris Middleton, qui essaie de ménager parce qu'il revient de blessure un petit peu. Et donc tu te dis, putain, on va se faire, ça va être la merde, on va se faire défoncer. Et moi, perso, au contraire, j'avais hâte de voir ce match parce que justement, c'était l'occasion idéale d'observer nos jeunes. Et c'est ce qu'on veut dans cette pré-saison, c'est voir qu'est-ce que... Parce que bon, Zach LaVine, on sait ce qu'il est capable de faire, même si lui aussi revient de blessure, il a besoin de rythme, etc. Vucevic, on sait ce qu'il est capable de faire, s'il joue pas, c'est pas grave. Kobe, il avait un petit souci
à soigner. Jalen Smith pareil, Ayo pareil. Donc du coup, fais tourner, mets les gamins, fais-nous voir les Phillips, les Terry, etc. Et les Sanogo. Et Sanogo, il a fait un super match. Parce qu'en plus, voilà, comme je dis, les Bucks, ils étaient au complet. Donc il a dû se taper, je crois qu'il a joué quelque chose comme 30 minutes face à du Brook Lopez, face à du Giannis, face à du Bobby Portis. Donc le secteur intérieur des Bucks, on sait que c'est quand même pas le plus pourri de la ligue. Et Sanogo a quand même été très très fort. Il a fini avec 16 points, dont un 3 points tête de raquette, les pieds bien collés dans le sol. Tu vois, j'avais dit plusieurs fois en vidéo, là, des fois je le voyais shooter à 3 points en G-League ou quoi. Il décolle pas, tu vois, il est là comme ça. On dirait un lancer franc, tu sais. Mais voilà, il a mis un 3 points. Même Kenny Lofton Jr. a mis un 3 points dans ce match-là, donc c'était quand même assez intéressant. Donc il finit avec 16 points, des bons moves au poste aussi. Il a pris 15 rebonds, il a fait 3 passes décisives et 2 contres. Et voilà, un match complet de la part de Sanogo qui était vraiment intéressant. J'ai bien aimé Matas Bouzelis qui a été maladroit, hein. Il a fini à 5 sur 13 dans ce match-là. Il est sorti pour 6 fautes en plus. Il a fait quelques petites erreurs défensives, mais j'ai surkiffé cette envie, toujours aller au cercle, toujours, voilà, dès qu'il y a un espace. Il a claqué un dunk devant Giannis et après Giannis il s'est un peu énervé. Et quand Matas est retourné vers le cercle pour aller tenter un deuxième dunk, Giannis l'a un peu bousculé. Ça aurait pu être très dangereux comme action. D'ailleurs, il a pris une flagrante one sur cette action parce qu'il s'est un petit peu énervé, le pépère Giannis. Mais, euh, mais Matas, il s'en bat les couilles. Aucune peur. Giannis en face, je t'emmerde, je te fonce dessus et je vais aller te claquer un dunk sur la tronche si tu fais pas attention, quoi. Ça fait cette attitude, ce swag qu'il a, Matas. Voilà, il va faire le match à 5 sur 13, mais il va y aller, quoi. Il va y aller, il a peur de personne. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement plaisant. Et franchement, il faut qu'il ait du temps de jeu. Il faut qu'il ait du temps de jeu, ça c'est clair et net. Parce qu'on sait que Donovan limite ses rotations à 10 joueurs. Euh, Autant il y en a deux trois je les vois pas avoir beaucoup de minutes, ou voire pas du tout. Mais on va dire que j'en ai 8 où je suis sûr qu'ils vont avoir 10 minutes. Et après, il y en a trois quatre où je sais pas trop lesquels vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Et puis il y a le facteur Lonzo Ball qui va pas jouer tous les matchs non plus aussi. Donc faut voir. Faut voir. Mais ouais, Matas a besoin de minutes, Phillips, etc. Le problème de Phillips, et ça c'est la seule mauvaise nouvelle de ce match-là lundi soir, dans ce match à Milwaukee, c'est que Phillips s'est blessé aux côtes. Il a pris un coup pas longtemps avant la mi-temps. Et du coup, il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Il a été limité à 12 minutes. Et c'est dommage parce que voilà, il avait été tellement bon sur le match précédent, le premier match United Center en pré-saison. Enfin, sur l'ensemble de la pré-saison qu'il a pu disputer, il a été tellement bon. Il a montré tellement de bonnes choses. C'était un des premiers à sortir du banc avec Ayo. Et donc là, ouais, c'est juste dommage pour lui qu'il ait cette petite blessure, mais ça n'a pas l'air trop trop grave non plus. On ne sait pas encore s'il va jouer ce soir, mais il devrait être là pour le début de la saison régulière à New Orleans la semaine prochaine. En tout cas, c'est l'objectif, c'est le but. Donc on va espérer que ça va aller pour lui, quoi. Et donc sur ce match-là du lundi à Milwaukee, on a eu aussi B-Team titulaire. Et on a vu des joueurs qu'on a quasiment pas vu jouer jusqu'ici, comme AJ Liddell, comme Kenny Lofton, et qui ont montré de bonnes choses par-ci par-là, qui ont fait des passages intéressants. Mais on a appris hier que bah voilà, les Bulls avaient besoin de faire des moves dans le roster, faire de la place. Ils ne pouvaient pas garder tout le monde jusqu'au bout. Et donc, Lofton et B-Team ont été coupés. Alors, Lofton, il était en Exhibit 10, il avait signé pour le training camp, etc. Et les Bulls conservent une priorité pour le faire revenir au Windy City Bulls s'ils le veulent. Et si lui n'a pas d'autres offres de contrat NBA, mais s'il a que des offres de la part de la G-League, les Bulls ont une priorité, donc ils peuvent éventuellement le faire venir dans leur équipe avec les Windy City Bulls. C'est pas improbable qu'il revienne à un moment donné. Pour B-Team, il avait un contrat qui était, donc lui avait débuté en two-way l'an dernier. Pendant la saison, ils avaient garanti son contrat et en signant une extension, mais son salaire n'était pas totalement garanti. Et il aurait été encore plus garanti euh, au 21 janvier, donc lundi, soit la veille de la reprise de la saison NBA. En gros, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était un truc du genre, là, quand il a signé ce contrat en fin de saison dernière, il avait 350 000 dollars garantis, et là, il en aurait eu 500 000 de plus s'il avait encore été dans le roster après lundi. Et s'il avait été encore plus dans le roster, genre jusqu'à janvier, le contrat devenait totalement garanti et il touchait encore 600 000 de plus. Mais donc là, du coup, les Bulls ont fait de la place.
Et on se dirige sur ce que je prédisais plus ou moins dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que Talen Horton-Tucker va lui prendre sa place dans le roster final. Il va être dans les 15 et il va probablement signer un contrat minimum pour la saison. C'est pas officiel, mais c'est ce qui semble être le choix logique. Ça en prend le chemin en tout cas. Donc on va voir quand ce sera annoncé officiellement. De toute façon, on le saura très très vite, hein. Et puis après, bah, il ne restera plus qu'à déterminer le dernier joueur qui aura un two-way contract. Et ça sera très vraisemblablement AJ Liddell, puisqu'il ne reste plus que lui qui est en Exhibit 10. Parce qu'on rappelle que les Bulls avaient signé Josh Primo. Et on fait revenir aussi Javon Freeman Liberty. C'est vrai que j'avais plus pensé à ça, mais c'est vrai que Freeman Liberty, qui avait éclaté avec les Bulls en Summer League, qui était parti signer un two-way avec Toronto l'an dernier, là il était reparti en Europe. Et du coup, là, il revient à Chicago pour jouer avec les Windy City Bulls. Donc, il y aura un effectif plutôt intéressant avec les Windy City Bulls cette année. Et c'est pas mal parce que tu as l'impression que les dernières années, ils mettaient un peu des mecs pour dire bon, bah voilà, il faut qu'on ait des joueurs, il faut qu'on ait une équipe. Donc, on va mettre un peu n'importe qui. Là, tu sens que l'équipe de Windy City Bulls, elle peut être plutôt compétitive et ça peut que être intéressant, quoi. Plus tu as des joueurs talentueux dans ton équipe et mieux c'est, quoi. Donc si les Windy City Bulls aussi sont compétitifs, ça peut que aider quand les mecs seront appelés pour aller dans le roster principal, quoi. Donc voilà, dernier match de pré-saison ce soir. On reçoit Cleveland, qu'on avait joué au premier match de la pré-saison. Et bah, peut-être que ce soir, comme c'est le dernier match, on va peut-être se faire une meilleure idée de ce qu'on vont être les rotations qu'on va voir mercredi prochain sur le parquet des Pelicans, avec Donovan qui va peut-être réduire et, et donner la priorité aux 10 principaux joueurs à qui il va donner des minutes à partir de mercredi. Lonzo est prévu pour jouer. On va voir qui va rester un petit peu sur le carreau. J'imagine que des mecs comme Jevon Carter, Torrey Craig, peut-être Chris Duarte aussi, vont être les sacrifiés entre guillemets. Mais bon, Donovan ne pourra pas donner du temps de jeu aux 15 gars en saison régulière. Donc si jamais ce soir il décide de réduire les rotations à ce qu'on devrait voir en saison régulière, peut-être que ces trois-là vont pas trop apparaître. Et après, qui vont être les autres qui vont avoir du temps de jeu, ça va être un petit peu compliqué à déterminer parce que voilà, on veut en donner à Ayo, on veut en donner à Matas, on veut en donner à Phillips, on veut en donner à Terry, mais ça va être dur que tout le monde ait des minutes. Il y a aussi Jalen Smith, il y a Lonzo Ball qui revient. Euh, voilà, ça fait beaucoup de monde à qui il faut donner du temps. Donc, on va voir comment Donovan va essayer d'arranger ça. Déjà, j'espère qu'on aura aussi des news et qu'on pourra voir Ayo et Phillips. Parce que ben voilà, ils ont loupé le dernier match, donc ce serait cool de voir où ils en sont et s'ils sont bel et bien capables de revenir. Et puis voilà, on va observer ce dernier match et puis après on va se pencher sur la preview de la saison, preview écrite et très certainement en vidéo aussi avant le season opener pour qu'on se fasse un point complet sur ce que va être notre saison, les attentes, les rotations, etc., ce qu'on a vu dans la pré-saison. Et puis voilà, donc pas de live tweet pour le match de ce soir parce que je serai au taf. Et par contre, le season opener, dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine prochaine, à 2h du matin, sur le parquet des Pelicans, il y aura un live tweet et très certainement une vidéo dans la foulée pour débriefer ce qu'on a vu de ce premier match de saison régulière. Donc voilà, le programme est là. On se retrouve très très bientôt pour discuter des Bulls. Et puis en attendant, évidemment, il y a Twitter, il y a Instagram, etc. Donc voilà, on est toujours en contact. Donc merci du soutien, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et puis on est reparti pour une belle saison tous ensemble, où même si on va peut-être pas gagner beaucoup de matchs, je pense qu'il y a moyen de bien se faire plaisir devant les matchs, mine de rien. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.